Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et jusqu'à 14h, nous sommes avec Pierre Jourde, écrivain et critique qui publie La tyrannie vertueuse aux éditions du Cherche-Midi. Bonjour Monsieur Jourde. Bonjour. Alors Pierre Jourde, je rappelle que le mot tyrannie ne vous est pas étranger comme on le sait, puisque vous aviez écrit il y a quelques années Petit déjeuner chez Tyrannie, avec votre compère Éric Nolot. Je me rappelle très bien, c'était très drôle, c'était à propos d'une journaliste du Monde qui tenait la rubrique littéraire. Enfin, c'est une histoire, mais déjà d'ailleurs... Josiane Savigno, si ma mémoire est bonne. Voilà, Josiane Savigno, absolument, je crois qu'elle n'est plus, en tout cas directrice littéraire du Monde, mais déjà pointé le sujet actuellement de ce livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, La tyrannie vertueuse, paru au Cherche-Midi. Et c'est une autre tyrannie, mais enfin c'est une tyrannie intéressante parce que c'est une tyrannie mondiale. Tyrannie qui a pris naissance et donc vous parlez de cette fameuse culture woke, de ce politiquement correct, etc. Et vous l'analysez dans toutes ses facettes. Mais ce qui est intéressant, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on en a beaucoup parlé déjà, on en a beaucoup effectivement dénoncé, mais vous, ce que vous dites, c'est que c'est devenu presque une espèce de... Il y a une intériorisation, ça veut dire, on considère ça comme d'autres choses, comme, tel ou... C'est presque une institution, j'allais dire. Est-ce qu'on en est là, ou effectivement, on est quand même en période de résistance ? C'est-à-dire, quand vous dites intériorisation, le mot est juste, c'est-à-dire que c'est un type de pensée qui est devenu quasiment réflexe, notamment chez des jeunes, des lycéens, des étudiants, et c'est ça surtout qui est inquiétant. Enfin, inquiétant. Remarquez, j'étais bien membre du Parti communiste à 20 ans, donc on revient de tout, et on peut espérer que ça passera aussi, ce genre de choses, parce que c'est séduisant. Tout ce qui est extrême et séduisant, on le voit avec le score que vient de faire Monsieur Mélenchon, tout ce qui est extrême et séduisant, tout ce qui parle a priori d'égalité est séduisant. Et ce qui me fascine dans nos sociétés, qui sont des sociétés démocratiques, quand vous dites une tyrannie mondiale, non. Ce qui est justement caractéristique, c'est une tyrannie dans les sociétés démocratiques occidentales. Ouais. Les autres sociétés, elles ont leur tyrannie, voilà, qu'elles soient militaires ou qu'elles soient poutiniennes ou ce que vous voulez. Nous, on a la chance d'avoir cette liberté. Eh bien, on ne mesure pas cette chance et on a envie, de temps en temps, de rajouter à cette liberté, allez, un petit peu de censure, un petit peu de rééducation idéologique. Tyrannie, quoi. Voilà. Et je veux dire, de ce point de vue-là, Tocqueville était un prophète parfait. La maladie des sociétés démocratiques, c'est que petit à petit, l'égalité dévore la liberté. On va en parler tout de suite après les informations et on aura jusqu'à 14h pour décrypter le sujet. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. Et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, à tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, et puis la culture dans tous ses états, la politique dans tous ses états, et Pierre Jourde qui publie La tyrannie vertueuse. Alors c'est quoi cette tyrannie vertueuse ? C'est évidemment... ce qu'un certain Marquis appelait les infortunes de la vertu, dans un tout autre contexte, bien sûr. Tout autre, oui. Oui. Oui, lorsque j'emploie le mot tyrannie, on va penser que c'est exagéré, que ce sont des grands mots. Or, les grands totalitarismes que nous connaissons se faisaient tous au nom du bien. Au nom du bien. Et puisqu'ils se faisaient au nom du bien, ils autorisaient tout. On a cru que les tyrannies du futur, c'était le cas d'Orwell, seraient des tyrannies d'État. Ça n'est pas le modèle. Il faut nous en rendre compte. Ce sont les citoyens qui organisent la servitude, ou les regroupements de la société civile, mais les moyens employés et les buts poursuivis sont les mêmes que le totalitarisme. C'est-à-dire restriction des libertés, et notamment restriction de la liberté d'expression, mort sociale des contradicteurs, ce qu'on renvoie de leur poste, etc. C'est-à-dire
en gros, ce qui se faisait en Union soviétique dans les belles années 60 et 70. C'est-à-dire que vous avez des Stasi de citoyens, des KGB de citoyens, des organismes de censure. C'est-à-dire ce n'est plus Big Brother, c'est une multiplication de Little Brothers. Alors c'est une multiplication de Little Brother. Big Brother a été remplacé par autre chose qui s'appelle les réseaux sociaux et qui sont un instrument de surveillance beaucoup plus efficace que les systèmes totalitaires. Pourquoi ? Parce qu'un système totalitaire n'obtient pas forcément l'adhésion des gens qui l'oppriment. Les réseaux sociaux, c'est c'est la servitude volontaire, comme disait la Boétie. Oui, sauf que dans les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de gens qui s'opposent à cette servitude volontaire. Oui, alors il y a effectivement. Il faut faire attention, il ne faut pas généraliser. Il y a effectivement un débat, mais il y a quand même des campagnes organisées, et des campagnes qui font très mal, et des campagnes qui, souvent, conduisent les décideurs dans notre société démocratique, les présidents d'université, etc., à céder. C'est-à-dire, au nom de l'éternel prétexte, nous ne voulons pas de désordre, pas de vagues. Pas de vagues. Eh bien, puisque cette conférence fait des vagues, elle n'aura pas lieu. Autrement dit, le but est atteint, c'est-à-dire l'interdiction. Alors, Xavier, on va prendre des exemples, Pierre Jourde, qui sont dans votre livre, d'ailleurs, qui sont très intéressants. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de lâcheté dans tout ça, de la part des gens, que ce soit président d'université, ou président de chaîne, ou ceci, qui décident, oui, oulala, on ne veut pas l'histoire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même une respectable dose de lâcheté qu'on a connue dans l'histoire, hein ? C'est pas nouveau. Un apparatchik, quasiment par définition, est un lâche. Malheureusement, je suis obligé de le dire. Lorsque, à l'école d'art de Nice, à la fondation Arson, une conférencière se fait insulter, traiter de pédophile en présence du directeur de la ville d'Arson, qui ne dit rien, je pense qu'on a un exemple parfait de la lâcheté des institutions, qui ne protège pas la liberté d'expression. Dans quel contexte, si vous rappelez le contexte? Carole Talon-Hugon était venue dans cette école d'art de Nice faire une conférence sur ce qu'elle appelle l'art sous surveillance, c'est-à-dire sous surveillance moralisante, que cette surveillance soit externe, c'est-à-dire qu'on puisse plus représenter des choses, ce qui est de plus en plus le cas, comme vous le savez, soit qu'elle soit interne, c'est-à-dire que de plus en plus on voit des artistes qui ont à cœur d'être des artistes vertueux. S'auto-censurer, qui s'auto-censurent. Soit qui s'auto-censurent sur certains points par peur, soit tout simplement par conviction, font une espèce d'art moral, comme il pouvait y en avoir sous le Second Empire. Comme le réalisme socialiste de l'Union soviétique. Ou c'est un autre modèle, comme le réalisme socialiste. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans ce schéma, qui est un vieux schéma. Et donc elle est venue parler de cela. Elle est venue parler de cela. Elle avait eu le malheur de plaisanter en note sur le fait que, vous savez qu'on désigne maintenant les options sexuelles par LGBT, Q et plus, parce que ça peut toujours arriver. Et elle avait dit, la liste est interminable. Et elle a raison, la liste est interminable. Et pourquoi pas les pédophiles, les zoophiles, etc. Et ça a été pris comme une insulte homophobe, alors que, excusez-moi, mais la pédophilie, par exemple, c'est très intéressant. Si vous étiez contre dans les années 70, vous étiez un sale bourgeois coincé. Donc, on se rappelle de certains articles et de certaines chroniques, oui, absolument. Ah oui, et justement, alors, est-ce que je peux insister sur ce point ? Bien sûr. Les grands médias, notamment d'État, comme France Inter ou France Info, sont complices de cette situation. J'ai entendu une émission sur France Inter sur le changement de sexe chez les enfants. Tout le monde était d'accord. Ah oui, pas une voix dissidente. Pas une voix dissidente. Tout le monde pour dire que c'était très bien pour l'enfant. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous considérons que une fille de 16 ans, comme Vanessa Springora, une fille de 16 ans, à qui on demande de coucher avec un monsieur, c'est affreux, elle est sous influence. Mais un gamin de 15 ou 16 ans qui décide de changer de sexe, ah non, c'est sa liberté. Oui, ou même de 7 ou 8 ans qui décide de changer de sexe. Ah non, ça c'est sa liberté. Ouais. Il se rend pas... Mais reparlons-en dans 20 ans. Bien sûr. Reparlons-en quand viendront les Vanessa Springora à qui on a dit, tu sais, c'est très bien de changer de sexe. En pensant que là, ils étaient dans leur liberté d'enfant, alors qu'avec un monsieur âgé, ils ne l'étaient pas.
Non, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'ailleurs de défendre l'une ou l'autre position. Je ne mais défends de montrer- rien. Non, mais Mais de je dis que montrer c'est la complètement différence de incohérent. traitement. Absolument. Et alors, justement, qu'est-ce qui fait, par exemple, vous avez montré dans votre livre, et c'est intéressant, je rappelle, la différence de traitement, mais je crois qu'il faut en parler parce que ça renvoie entre Roman Polanski, le cinéaste, au moment de J'accuse et des Césars, et Lajli, autre réalisateur, un réalisateur des Misérables. Vous en parlez, je crois que c'est important de raconter à nos auditeurs la différence de traitement entre l'un et l'autre de la part du camp du bien et des bonnes voix et des bonnes âmes. Oui, Polanski, au festival, n'a pas reçu le prix principal. C'est Lajli qui a reçu le prix principal pour son film. Très bien. Mais il y a eu une spectaculaire opposition à Polanski en disant que c'était scandaleux, etc. Notamment de cette actrice dont le nom m'échappe. Adèle Haenel. Adèle Haenel qui se lève incarnant la vertu et qui s'en va. La vertu de la femme offusquée. Et Virginie Despentes. Oui. Bon, pourquoi ? Parce que il y a 40 ans, plus de 40 ans, Polanski a commis, c'est vrai, disons-le, un abus sexuel aux États-Unis, pour lequel il a été puni. On peut estimer que c'est pas assez. Bon, d'accord. C'était il y a 40 ans. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés démocratiques, il y a prescription. Par ailleurs, la victime a dit laissez-le tranquille. Elle lui a non seulement pardonné, mais elle lui a dit absolument. Vous cherchez à vous faire mousser sur cette affaire. Rien à faire. Rien à faire. Polanski est un violeur. C'est-à-dire que c'est un vieux monsieur. Il n'a pas droit à la tranquillité 40 ans après. Lajli, c'est très bien. Il a le prix. Quelques années auparavant, il a fait de la prison. Pourquoi ? Pour une affaire qui ressemble à un crime d'honneur. C'est-à-dire qu'il a aidé à enlever quelqu'un qui avait commis la faute de draguer la sœur de son ami. Alors ça, si c'est pas du patriarcat et qui a été de la plus belle eau, qui a été tabassé, qui a été menacé, etc. Ouais. Personne... Alors là, franchement, d'abord c'est beaucoup plus récent, c'est beaucoup plus frais, et c'est tout à fait nettement aussi patriarcal, violemment patriarcal que ce qu'a fait Polanski, mais deux poids, deux mesures. Là, il y a eu silence omerta. Au contraire, c'était très bien. Ouais. Virginie Despentes trouvait que c'était très bien. Et Virginie Despentes, qui ne trouvait aucune circonstance atténuante à un monsieur qui a échappé à Auschwitz, qui a vu toute sa famille massacrée à Auschwitz, a réussi à se mettre dans la peau des frères Kouachi. Là, elle a pu. Qui ont massacré toute une rédaction, qui ont massacré des juifs. Là, elle trouvait une espèce d'empathie en disant j'ai été les frères Kouachi, mais pas j'ai été les Polanski. Oui, j'ai été Polanski. C'est quand même étonnant. La géométrie très variable, effectivement. Mais pourquoi étonnant. Pour quelle raison ? Parce que ce sont des gens des banlieues. Et donc, être quelqu'un des banlieues... c'est intouchable. Voilà, vous êtes intouchable. Vous pouvez faire n'importe quoi, c'est parce que vous êtes une victime. La raison est là, la raison est toute trouvée. C'est-à-dire que c'est à la fois, à mon avis, un raisonnement injuste, délétère et méprisant. Oui, bien sûr. Et méprisant. Y compris pour les gens des banlieues. Y compris pour les gens des banlieues qu'on prend pour des irresponsables. Les pauvres, comme ils sont des victimes, ils savent pas faire autre chose. On en reparle tout de suite après cette petite pause avec Pierre Jourde et la tyrannie, effectivement vertueuse. Pour réagir, vous nous appelez comme tous les jours au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et la tyrannie du politiquement correct, de la concurrence victimaire, tout ça marche aussi bien et dans tous nos États. Et là, elle s'infiltre. Justement, on en parle avec Pierre Jourde. On a commencé à parler de cette indignation et cette morale à géométrie variable, cette moraline dont parlait Nietzsche. Ces comprimés de moraline. Et il y a eu un autre phénomène, je crois que c'est toujours bon de donner des exemples. D'abord, cet exemple intéressant de la conjonction de la soi-disant révolution et du capitalisme le plus débridé, pourquoi pas. Je pense justement, par exemple, à Assa Traoré, dont vous savez,
qui a beaucoup œuvré en fonction de sa famille, de Adama Traoré, les victimes, etc., qui a eu des grandes manifestations, et qui se retrouve égérie du bottier Christian Louboutin, qui a posé avec les Louboutins, etc. Il y en a eu d'autres aussi, je crois, Rokhaya Diallo chez Valentino, encore que c'était une Europe portée au monde d'un festival, mais au-delà de tel ou de tel, et puis on l'a vu effectivement, les hijab parties de tel ou tel grand fabricant ou styliste. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est-à-dire, le capitalisme voit là, après Terra Nova, de segments de marketing et de segments de marché qu'il faut, au nom justement du bien, du camp du bien, qu'il faut exploiter absolument. Il y a du commerce intéressant à faire là-dedans. Ah oui, mais ça, bon, je pense que c'est plus profond que ça et on va en parler. Mais enfin, effectivement, toutes les grandes marques maintenant se mettent à ça. Utilise des gens aussi discutables quand même que Assa Traoré, parce qu'il faut pas oublier quand même que le frère pour qui est combat était un voyou dangereux, multirécidiviste, qui est mort au cours d'une interpellation qu'il a refusée. Alors excusez-moi, mais enfin comme cause, il me semble qu'il y a peut-être un peu plus juste que celle-là. Mais ça va plus profond que ça. Les questions sociales dans ce pays sont profondes et graves. Il y a une question sociale des agriculteurs, il y a une question sociale de la recherche, il y a une question sociale des loyers, il y a une question sociale des bas salaires, il y a une question sociale, effectivement, alors, de l'intégration des personnes issues de l'immigration dans le système économique. Et quand il n'y arrive pas, on appelle ça du racisme. Or, en fait, on masque de plus en plus le social en racial. En sociétal, déjà. Oui, alors je n'emploie ni le mot sociétal, ni le mot décryptage, oui, ni le mot finalisé, vous avez le droit, mais qui sont des erreurs de français. Oui, mais là-dessus, ça joue, non, parce que, si vous voulez, en deux mots, comme on ne parle pas du social, il faut parler des faits de société. Voilà. Appelons-le comme ça, si vous voulez. Ce sont des questions sociales. Mais mes ancêtres auvergnats, qui étaient misérables dans des familles de 13 enfants au cul des vaches, sont venus à Paris, ont travaillé, se faisaient déconsidérer en disant « ouais, celui-là, il parle son charabia, des montagnes, etc. » Dans la littérature, l'auvergnat apparaît comme un être crasseux et laborieux. Et par le travail, ils se sont intégrés. Et ils sont parfaitement intégrés à la société. La question, elle est sociale. On veut nous faire croire qu'elle est raciale. Et en nous faisant croire qu'elle est raciale, ça arrange évidemment les puissances d'argent. Ils se frottent les mains. Regardez ce qui se passe par exemple aux États-Unis. Vous avez au Canada une fondation qui entend prouver que la physique et les mathématiques, telles qu'elles sont blanches. C'est-à-dire dire qu'il n'y a qu'une vérité, c'est blanc. Il faut revenir à une conception... Le privilège blanc. Voilà, c'est le privilège blanc. Il faut revenir à une conception où il y a une physique indigène. Il y a des conceptions physiques de la lumière indigène qui sont tout aussi intéressantes que celles de la physique moderne. Eh bien, cette fondation est financée par la fondation Bill Gates, c'est-à-dire le fin du capitalisme. Parce que à la fois c'est contradictoire, et en même temps, tant qu'on s'amuse à ces choses-là, on ne touche pas à l'essentiel. Oui, alors ça, c'est pas contradictoire du tout, c'est le très beau masque, quoi. On le met, et pendant ce temps-là, effectivement, passer muscade, et ça marche très, 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 très bien. Est-ce que c'est valable aussi pour toute cette extraordinaire polémique, vous en parlez aussi, on ne peut pas ne pas en parler, sur le genre, les cisgenres, les transgenres. D'ailleurs, vous définissez vous-même comme un cisgenre. D'ailleurs, vous êtes, en fait, Pierre Jourde, vous êtes un parfait suprématiste blanc, vous, c'est clair. Mâle hétérosexuel de plus de 50 ans, votre cas est entendu. Il est entendu, oui. Je ne suis pas très suprématiste parce que, vous savez, j'ai des fils, des neveux, des comment dirais-je, des filleuls, mais alors vraiment de toutes les couleurs. Hein. C'est l'arc-en-ciel, justement, pour reprendre le symbole des LGBT. J'ai un ami transgenre que j'ai accompagné dans sa... Franchement, ça n'est pas un problème. Le problème, c'est d'enfermer les gens dans des cases, dans des identités. Quand on dit identitaire, aujourd'hui, on est convenu de parler de l'extrême droite. Oui. Mais identitaire ne se confond pas avec l'identité nationale. Il y a aujourd'hui beaucoup d'enfermements identitaires qui sont des enfermements dans la race, dans le choix sexuel, dans le genre, et qui sont tout aussi tyranniques et nocifs que les autres. Pourquoi réduire l'identitaire au national? Il n'y a aucune raison. Le problème, c'est pas... comment dire ?
Le problème, c'est qu'on ne peut plus rien discuter. Sinon, on est qualifié d'un mot homophobe. Oui. C'est une sorte de maladie mentale. La cagophobe dont parlait Philippe Muret. C'est ça. Et du coup, c'est terminé. Ouais. Aucune discussion n'est possible. Vous dites, oui, c'est très bien que les homosexuels soient en couple et se marient. Oui, c'est très bien que les homosexuels aient un enfant. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Après, on peut discuter. Tout le monde peut en discuter. Mais la gestation pour autrui, ça pose d'autres problèmes. Ça pose des problèmes d'éthique scientifique. Vous dites ça, et c'était le sens de la conférence qui a été interdite à Bordeaux de la fameuse fasciste Sylvia Nagasinski, hein, qui porte toujours son brassard avec la croix gammée. C'est transphobe. Mais une accusation comme ça, chez nous, pour l'instant, ça ne conduit qu'à des interdictions de conférences. Aux États-Unis, des gens ont perdu leur emploi à cause de ça. Simplement parce qu'ils disaient, oui, enfin, quand même, c'était ce que faisait d'ailleurs J.K. Rowling, l'auteur de... J'allais en parler. De Harry Potter. Donc, oui, d'accord, mais enfin, une femme, génétiquement, ça reste une femme. C'est pas. Et un homme, ça reste un homme. Voilà, c'est pas un homme. C'est ne rien prendre aux gens qui changent de sexe, ça. Mais ça devient une espèce de tyrannie identitaire. Je vous donne un exemple très intéressant d'un texte qui est apparu, je crois, dans la Revue des Deux Mondes. Oui, c'est ça, dans la Revue des Deux Mondes, l'année dernière. Oui. Alors, c'était un petit groupe qui regroupait justement LGBT, lesbiennes, transphobes, etc. Bon. Vous savez que, normalement, pour être une femme, vous êtes un homme, je pense, hein, André Berkoff. Je pense. Enfin, les apparences me le disent. Jusqu'à preuve du contraire, je le pense, oui. Bon, eh bien, selon beaucoup de militants, si vous voulez être une femme, c'est purement déclaratif. Ah d'accord. Vous n'avez rien d'autre à faire. Je suis une femme, tout va bien. Vous l'êtes. C'est votre libre choix. Vous n'êtes pas obligé de prendre des médicaments. Vous n'êtes pas obligé de vous faire opérer. D'accord. Bon. Ah ouais. Bien. Et progrès. Et cette femme lesbienne se fait donc, dans ce groupe, draguer par un homme qui se dit femme. Oui. Et elle dit, ben non, moi je suis lesbienne. Et donc l'autre lui répond, mais tu es transphobe, puisque tu me dis que je ne suis pas une femme. Tu n'acceptes pas ma féminité, puisque je le dis. Oui. Voilà où on en vient. Ouais, c'est quand même... C'est-à-dire, c'est vraiment... Alors là, c'est vraiment une... Alors, le fait que ça soit déclaratif, regardez ce qui se passe en sport. Ah, ça... On a vu les conséquences, oui. Là encore, France Inter, ces radios-là ont une énorme responsabilité. J'écoute une émission sur le sport, on dit « Ah, tel athlète a enfin été admis, tel athlète transgenre a été enfin admis à concourir pour... » Quel progrès! Oui, quel progrès! Alors, moi, il se trouve que moi, j'ai fait des sports de combat durs. Imaginez une femme qui voit arriver un mec qui dit « Je suis une femme ». Là, c'est sa vie qui est en jeu. Bah, c'est clair. Elle peut se faire éclater. Mais on ne peut pas discuter de ça. Ouais, sinon quoi? Eh ben, vous êtes un vieux réac. De même que quand on était contre la pédophilie, comme la courageuse Denise Bombardier, quand on était contre la pédophilie, on était un vieux réac. Ouais. On en reparlera dans 15 ans. On verra. Et en tout cas, on va parler tout de suite avec nos auditeurs et Pierre Jourde. Et vous nous avez donné une petite astuce de séduction. Merci Pierre Jourde. Vous nous appelez au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Une petite forme de suprémacisme vegan dans le jingle. Nous sommes avec Ben qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Ben. Oui, bonjour Ben. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour à votre invité. Voilà, monsieur, je vous ai écouté attentivement. Et je voudrais revenir sur le 2 poids 2 mesures. Oui. Sur Polanski et sur l'AJ. C'est vrai, vous avez raison. Monsieur Polanski, il n'y a pas de problème, il doit être pardonné. C'est ridicule de le condamner 40 ans après. Mais par contre, sur les hommes politiques, je vais vous prendre un exemple. Monsieur Dieudonné, humoriste, traité d'antisémite, etc. Télévision blacklistée, radio blacklistée. Et c'est normal, je dis bien c'est normal. Par contre, vous avez un homme politique, Monsieur Zemmour, qui a été condamné pour incitation à la haine, qui tient des propos méprisants vis-à-vis des musulmans. Celui-là, il passe dans toutes les télévisions, dans toutes les radios.
Et je veux dire, on y a fait une publicité extraordinaire. Et malgré ce, vous voyez, il fait 7%. Comme quoi les Français ne sont pas des imbéciles. Voilà le 2 poids 2 mesures. Ensuite, vous parlez des jeunes de banlieue. Alors je vous explique, monsieur. Il est plus facile de devenir délinquant quand on est dans une cité que d'être éduqué dans le 16e arrondissement. C'est comme ça. C'est pas génétique, c'est social, monsieur. Oui, personne n'a dit que c'est génétique. Oui, allez-y. Voilà. Par rapport à la justice, ben, monsieur, il y a le 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que si vous êtes issu d'un milieu riche, si vous êtes un homme d'affaires, si vous avez des moyens, vous pouvez vous payer un très bon avocat. Et avec un très bon avocat, vous pouvez en sortir. Si vous êtes pauvre et que vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat, eh bien vous prenez un avocat d'office. Et un avocat d'office, malgré toute sa bonne volonté, eh bien vous avez plus de chances d'être condamné. Voilà les 2 poids 2 mesures, monsieur. Pierre Jourde, vous voulez répondre? Oui, alors sur le cas de Dieudonné, auquel on pourrait ajouter Soral, etc., moi je suis contre toute interdiction, de leurs livres, de leurs publications. C'est-à-dire, pour moi, on répond à des idées par des idées. Pas par la condamnation, sauf dans les cas très particuliers de calomnie, d'appel à la haine, voilà. Appel à la haine, ça dépend ce qu'on appelle appel à la haine. Je veux dire, si quelqu'un dit, par exemple, dans ce pays, il y a en prison une majorité de gens issus de l'immigration et dans le trafic de drogue, c'est vrai. Oui, bien sûr. C'est pas un appel à la haine. Non, je parlais de c'est vrai, mais tuer les gens. Mais voilà, oui, non, mais vous risquez d'être condamné pour appel à la haine, alors que c'est un fait. Et après, il faut traiter les causes du fait. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on condamne les gens. Il n'est pas question de génétique. Qui a parlé de génétique? Je ne cesse de dire que les causes sont sociales et qu'elles appellent un traitement social. Mais un traitement social, ça passe par un certain nombre de choses, et notamment, et ce qui est essentiel, par l'éducation. Or, après 40 ans de réformes, et notamment de réformes socialistes, et pas seulement, l'éducation française, l'éducation nationale, qui autrefois permettait l'ascension sociale, et j'en suis le produit, ne fonctionne tout simplement plus. Et c'est une donnée essentielle du problème, parce qu'effectivement, dans ces conditions, les jeunes des banlieues ne peuvent plus s'en sortir. Mais il faut aussi dire que ce ne sont pas... Il faut arrêter de les prendre de manière condescendante en disant « vous êtes des victimes et vous êtes condamnés à devenir des voyous ». Non. Chacun a son libre arbitre, chacun choisit aussi. Merci beaucoup. Permettez-moi, surtout qu'il y a beaucoup de jeunes de banlieue qui s'en sortent, sont universitaires. D'ailleurs, la crise du Covid, a montré qu'il existait beaucoup de professeurs, de médecins d'origine maghrébine, d'origine... Et ça, je veux dire, ça existe. Seulement, on n'en parle jamais. Attention, on en parle. Il ne faut pas non plus retomber dans la victimisation générale. C'est pas la victimisation. Non, c'est pas la victimisation. C'est une observation objective. Non. Vous me dites Dieudonné. Vous l'avez invité, monsieur Dieudonné, vous, dans votre chaîne? Quoi? Moi, je n'ai pas invité monsieur Dieudonné. Voilà, mais vous avez invité Zemmour. Mais oui, et alors? Vous n'allez pas mettre Dieudonné et Zemmour exactement sur le même plan? Ça n'a rien à faire quand monsieur, par rapport aux musulmans, oui, par rapport aux musulmans, oui. Attendez, Zemmour, moi je ne suis pas pour défendre Zemmour. Zemmour n'a jamais dit les musulmans. Vous savez, moi, je ne connais pas les musulmans, je connais des musulmans. Et quand vous commencez à dire les musulmans, pour moi, c'est le début du racisme. Il n'y a pas les blancs, les chrétiens, les français, etc. Moi, je ne supporte plus qu'on dise les musulmans. Vous n'êtes pas représentant des musulmans, je ne suis pas représentant des Français. Il faut parler pour soi et il faut parler pour dire il n'y a pas les musulmans. Moi, je connais beaucoup de musulmans qui sont extrêmement différents, qui tiennent des avis très différents. Donc, personne n'est représentant de son ethnie, de son truc. Pourquoi? Parce qu'alors, vous faites exactement comme disait Pierre Jourde. Voilà, moi, je suis homosexuel. Alors, les musulmans, alors je vais vous dire, je vais faire comme vous, monsieur. Je vais vous dire, dans tous les États islamiques, les musulmans, qu'est-ce qu'ils font avec les homosexuels dans les régimes islamiques? Ils les portent du 6e étage, ils les jettent tête la première. Alors, ça veut dire que tous les musulmans sont racistes et homophobes? Non. C'est une connerie. Voilà. Il faut arrêter, monsieur, de généraliser. C'est ça le vrai problème. J'aimerais répondre à ce monsieur sur 2 points. Je suis contre interdire les spectacles ou les ouvrages de Dieudonné, mais personnellement, je ne l'inviterai pas. Pour une raison très simple, c'est que j'ai vu Dieudonné faire une émission où il parlait de Forisson, qui nie l'extermination des Juifs, c'est-à-dire qui nie le fait que 6 millions de personnes aient pu souffrir, c'est les enterrer une deuxième fois.
et puis être tué, et puis souffrir. Donc c'est les enterrer une deuxième fois, en commençant à dire, voilà, alors Forisson, voilà, c'est quelqu'un qui a fait des recherches historiques. Hein. Oh là là, c'était dangereux, il a fait des recherches historiques, alors que tous les chercheurs du monde entier ont démontré que Forisson était un falsificateur. Et défendre quelqu'un qui est un falsificateur d'un crime contre l'humanité, qu'il s'exprime. Mais André Berkoff, vous avez raison de ne pas l'inviter. Parce que, voilà. Maintenant, en ce qui concerne les médecins étrangers, il se trouve que je connais beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu médical. Nous avons un numerus clausus, c'est-à-dire que nous ne pouvions plus avoir suffisamment de médecins français. Nous en manquons. Donc nous importons effectivement des médecins syriens, des médecins d'un peu partout dans le monde, et notamment effectivement du monde méditerranéen, à ceci près qu'il y a des problèmes parce que, je suis désolé, leur formation, elle est pas la même. Et souvent, elle n'est pas au niveau. Et ça crée beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le système hospitalier. Mais c'est pas le sujet. Ouais, on va pas parler du système hospitalier. C'est bon aussi qu'on ait des médecins de partout. Maintenant, effectivement, il faut que le niveau soit bon. Et par ailleurs, Ben, on a reçu Alain, il y a quelques minutes, Malika Sorel, qui est quand même un pur produit de l'ascension sociale. Et nous sommes avec Pierre qui nous appelle de l'Ain. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour Monsieur Jourde. Bonjour. On vous écoute, Pierre. André, une petite remarque pour vous. Ménagez-vous, on a besoin de vous, ne vous énervez pas, vous incarnez l'information. Vraiment. Il était tout rouge. Hein. Ménagez-vous, on vous aime et on veut vous garder, vous incarnez l'information aujourd'hui. Merci, mais vous savez, ça me fait du bien de temps en temps. Je sais, moi aussi, je comprends. Alors, merci en tout cas. Oui. Arrêtez de nous inviter des gens pertinents comme ça, parce qu'avec l'incurie de nos chefs de guerre européens et leurs mensonges, il faut qu'on mette un peu de sous de côté. Moi, à chaque fois, je cours acheter les livres. Donc, essayez d'inviter des mauvais, qu'on puisse faire un peu d'économie, un bas de laine pour l'hiver prochain qui sera rude. Exact. Alors, achetez-en 12, vous aurez un Scooby-Doo en plus. Alors, la question, elle va être simple, elle va revenir à la politique. Bon, j'ai entendu le gars d'avant là, qui s'énerve, les musulmans, ici et là. On sait très bien que tout est social. Et tout est une question non d'identité mais d'humanité. On est tous les mêmes, tous égaux. Après, chacun a ses différences, mais il faut tous se respecter. C'est la première des choses. Donc moi, j'ai un gros dilemme, enfin, comment dire, une grosse erreur dans ma personne, je suis non vacciné. Voilà, ça c'est terrible. Hein. Et en fait, depuis 2 ans et demi, même s'il nous a fait ça avec beaucoup d'affection, notre grand chef de guerre sous couvert de Davos, en fait, moi j'ai l'impression d'avoir été l'étranger en situation irrégulière dans mon propre pays. Alors effectivement, la droite, l'extrême droite, ça fait peur à beaucoup de monde, mais ma question à votre auteur, qui me semble bien éclairé sur toutes ces choses-là, c'est est-ce qu'on n'a pas vécu 2 ans et demi d'extrême droite, nous les non-vaccinés, stigmatisés, empêchés d'aller et venir dans certains établissements? Voilà ma question, elle est assez simple. Pierre Jourde, est-ce que effectivement... Alors c'est pas moi, c'est pas du tout mon sujet. Hein. Alors là... Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ouais. Non, c'est-à-dire que je vois très bien ce que vous voulez dire, juste je ne vais pas répondre, c'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Personnellement, mais c'est à titre purement personnel, je ne sache pas qu'il fallait effectivement ostraciser comme ça et empêcher les non-vaccinés de surtout, encore une fois, moi je suis vacciné, donc je peux m'en parler, je ne suis pas dans un camp. Mais quand on sait que la vaccination n'empêche ni la transmission ni la réception, on pouvait peut-être et sûrement agir autrement, c'est clair. Quand on sait ce qui se passe aujourd'hui, maintenant c'est une question effectivement, ce n'est pas une question de politiquement correct. Bon, je maîtrise pas tout, hein, mais c'est pas mon sujet. Mais quand j'étais gamin, j'avais beaucoup de petits camarades qui avaient eu la polio et qui étaient vraiment très handicapés. Et la vaccination nous a débarrassés de ça. Donc personnellement, moi je suis profondément pro-vaccination. On est tous vaccinés pour des tas de trucs, pour le TABDT, etc., qui nous empêche d'avoir le tétanos. Et la vaccination a fait faire des progrès à la santé considérables. Donc j'ai pas du tout compris ce mouvement-là, franchement. Oui, mais ça, on va pas rentrer là-dedans. L'ARN messager, c'est autre chose, etc. Enfin, bon. Oui, d'accord, mais enfin, je pense, vous savez, je suis quand même un petit peu un rationaliste. Hein, et là, je trouve qu'on dérape un peu hors du rationalisme. Oui, dans tous les domaines. Mais enfin, c'est une autre question. On se retrouve dans un instant avec vous qui nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les
Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec Christine qui nous appelle de Château. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Christine. Oui, bonjour Monsieur Berkov et votre invité. Bonjour Christine. Bonjour madame. Oui, bonjour. Donc, je voudrais parler de 3 sujets là. Oui, allez-y. Notamment l'utilisation des personnes connues pour dire, pour dézinguer Marine Le Pen, automatiquement. Alors, oui, ça c'est le premier sujet qu'on a abordé avec Malika Sorel, c'est ça, sur les consignes de vote, oui. Les consignes de vote, donc on se demande même s'ils ne sont pas rémunérés, hein, donc on n'en saura jamais rien. Ouais, mais bon, c'est louche. Et c'est inadmissible, c'est antidémocratique. D'accord. Deuxième sujet. Ça influence certaines personnes. Ouais. Le témoignage de Ben, oui. il dit que c'est parce qu'on est des banlieues qu'on devient délinquants. Oui. C'est absolument faux, hein, parce que moi je viens d'une banlieue et j'ai fait des études supérieures. Donc en fait, moi aussi, ces gens-là, oui, donc ces gens qui se cachent derrière leur victime, leur statut de soi-disant victime, c'est qu'ils sont pas, ils n'ont pas les moyens de suivre, et puis surtout, ils se rendent compte que de vendre de la drogue, c'est beaucoup plus lucratif. Éteignez votre radio parce qu'il y a l'écho, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, excusez-moi. Merci. Je vais éteindre tout ça. Oui, parce qu'on entend l'écho. Oui. Alors, on vous écoute. Ça va mieux comme ça? Ça va mieux, oui. Oui, voilà. Et puis je disais, c'est beaucoup plus lucratif de vendre de la drogue sans souci de. Ils sont pas tous en train de vendre de la drogue non plus. Ne généralisons pas toujours. Hein. Mais allez-y. Ils empêchent la police de rentrer, il y a des zones de non-droit, donc ça c'est inadmissible. Et puis après ça, on dit que Marine Le Pen est xénophobe. Voilà. Quant à Zemmour, dont Ben parlait, il a la même origine que lui, mais simplement dans son meeting, il a bien dit que lui, il ne méprisait pas les gens de l'Afrique du Nord. Il voulait qu'ils s'intègrent, comme lui s'était intégré. À partir du moment où les gens s'intègrent, il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis la troisième chose, le monsieur qui disait là le dernier, je sais plus, Pierre, non, je crois, qui disait Pierre, on avait subi une sorte d'apartheid quand on n'était pas vacciné, apartheid entre guillemets, quand on était empêché de sortir et d'aller où on voulait parce qu'on n'était pas vacciné. Il faudrait peut-être dire que Macron, c'est lui le fasciste. Et que taper sur Marine Le Pen sans arrêt, ça commence à bien faire, parce que lui, avec ce qu'il a fait, sa vaccination obligatoire, les effets secondaires dont certaines personnes souffrent, ça, il faudrait peut-être en parler, pour que les gens quand même ouvrent les yeux. On en a parlé, on en parlera encore. Je sais. Et puis toutes ces affaires là, sa déclaration de patrimoine fausse, ces affaires avec McKinsey, voilà. Je sais. Donc c'est ça. Je sais pas comment ça marche. Tout ça pour qu'ils repartent pour 5 ans. Mais 5 ans, ça suffit là, de taper sur cette pauvre Marine Le Pen et Zemmour, En tout cas, c'est bien. On sait où vous votez vous-même. Et écoutez, mais c'est vrai. Non, mais il faut quand même être réaliste et que ça soit pas toujours les mêmes enfumeurs qui arrivent au pouvoir. Parce que c'est de l'enfumage. Ça dépend pour qui les Français votent. Et je vais vous dire, il faut aller voter. Moi j'ai voté, mais malheureusement, on arrive toujours avec des scores en dessous et on subit toujours les mêmes problèmes avec les mêmes personnes, le monde de l'argent et de la corruption. Écoutez, j'espère que, en tout cas, d'une manière ou d'une autre... il faudrait que M. Macron écoute Sud Radio, mais apparemment, il n'en a rien à faire. Apparemment, il n'en a rien à faire, parce que franchement, il continue sur sa lancée, là, Merci. Mais bon, il y en a marre. Merci. Non, mais écoutez, ça, vous a exprimé votre avis, c'est tout à fait... écoutez, qui votera verra. Totalement. Et Dust qui nous appelle de Héran, dans la région toulousaine. Bonjour Dust. Oui, bonjour Dust. Bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour monsieur. Je voulais mettre en lumière un problème qui ressemble un peu au transgenre, mais dont on ne parle pas, parce qu'il doit y avoir sûrement une omerta, c'est le transrace, qui notamment concerne des gens comme Nino Ferrer ou Nougaro, qui sont nés blancs et qui ont toujours rêvé d'être noirs,
Et peut-être qu'ils seraient allés jusqu'à l'opération chirurgicale. Ou peut-être certains Noirs d'Afrique centrale qui rêveraient d'être un blanc du 16e et qui seraient aussi prêts à aller jusqu'à l'opération chirurgicale pour pouvoir changer de peau. Voilà. Ouais. Bah écoutez, il y en a peut-être, je ne sais pas, oui, vous pensez Michael Jackson peut-être, mais aussi. mais ça c'est encore une autre histoire, mais vous savez, ça c'est une autre histoire dont on fera peut-être un jour une émission. Exact. Non, merci. Moi je voudrais revenir avec Pierre Jourde à son livre et je voudrais revenir à parler un peu du fond. Parce qu'il y a aussi cette utilisation, vous l'avez vu avec tel ou tel éditeur, etc. D'où vient, en fait, et vous en parlez dans votre livre, on est toujours, enfin, surtout depuis cette tyrannie vertueuse, on est toujours le réac de quelqu'un, le facho de quelqu'un, on voit ça du matin au soir et du soir au matin, le conservateur, l'imbécile le borné de service. Ça vient de quoi? Est-ce que c'est une espèce de propension depuis toujours d'assignation à résidence? C'est ce que vous décrivez dans votre livre, c'est une des formes nouvelles, un des avatars nouveaux de ce qu'on connaît depuis longtemps, ou pas? Je ne sais pas si c'est un mal très français, mais ça ressemble à un mal très français. Ça fait des années, ça fait très longtemps, qu'on emploie à tort et à travers le mot fasciste. Par exemple, je l'ai entendu dans la bouche pour le président de la République d'une auditrice. Moi, je fais très attention à ces mots-là, parce que à force d'être employé, c'est complètement dévalué. Ça ne veut plus rien dire. Et c'est souvent employé par des gens de gauche, réac et fascistes, pour se substituer à une argumentation. C'est ça. On n'a pas d'argument, donc on lance ça, et voilà. Et c'est ça qui me frappe parfois, c'est que je l'ai constaté à plusieurs reprises, notamment sur des œuvres sur l'art, la musique ou la littérature. Benoît Dutertre a fait un livre un peu critique sur la musique contemporaine, on est d'accord ou pas. Aussitôt, le point Godwin était atteint, c'est-à-dire c'était Hitler. Ah oui, tout de suite. Tout de suite. Moi j'ai fait un livre qui s'appelle La littérature sans estomac, où je me moquais de certains écrivains contemporains. Je viens plutôt d'une sensibilité, disons, de gauche, même si la gauche m'en a un peu dégoûté dans ses pratiques, justement. J'étais fasciste. Je participais à la lepénisation des esprits. Ah, carrément. Oui, non mais ça devient une espèce d'automatisme de pensée qui ne se préoccupe plus de penser, justement. Oui, c'est ça. Et ça, c'est redoutable. Mais le mot raciste suit le même chemin. Oui, tout à fait. Vous remarquerez, c'est-à-dire qu'on est raciste à tort et à travers, et on vous expliquera d'ailleurs maintenant que même si vous dites que vous ne l'êtes pas et que vous n'êtes pas dans votre vie, vous l'êtes quand même. Ah mais c'est sûr. Parce que vous êtes blanc. Et surtout parce que si vous le dites, c'est que en fait, vous savez que vous l'êtes, mais vous voulez vous en cacher, quoi. Or, il n'y a aucune mesure du racisme possible en France, sauf ce qui est enregistré par la préfecture de police comme agression raciste, etc. Bon, mais vous constaterez que parmi les personnes les plus populaires en France, il y a eu des gens comme Zinedine Zidane, Ramayadeh, etc. Ouais. C'est quand même c'est quand même une température. Moi, j'ai traversé tous les milieux. J'ai traversé les milieux agricoles, j'ai traversé les milieux de la boxe, des sports de combat, j'ai traversé l'université, j'ai traversé l'école. Donc aussi bien les milieux populaires que les milieux intellectuels. J'ai observé ce qu'on peut appeler du racisme, c'est-à-dire affirmer une infériorité de certaines races par rapport aux autres que, allez, une fois ou deux. Ouais. Une fois ou deux. C'est vrai, on peut dire que la France est raciste. En revanche, faire une remarque à quelqu'un parce que il n'est pas poli, lui demander de pas vous coller dans une file d'attente, etc. La réaction immédiate, viscérale, si la personne est noire ou maghrébine, etc., c'est t'es raciste. Oui, j'ai un voisin noir qui m'a dit, j'étais dans un bus, il y a 5 ados noirs qui sont rentrés, non masqués. Bon, il y avait une vieille dame qui l'a dit, est-ce que vous pourriez mettre votre masque? Poliment. Réponse, t'es raciste. En tutoyant une vieille dame, bien sûr. Donc, je crois, maintenant, et je sais de quoi je parle, parce que j'ai un fils qui est noir, et j'ai fait un procès dans mon village parce qu'on l'avait traité de sale bougnoule, donc je sais que ça existe. Mais je pense que on est obsédé par le racisme, on a un discours omniprésent là-dessus, pour quelque chose qui est, à mon avis,
qui existe, mais qui est marginale. Oui. C'est-à-dire qu'on vit sur une fiction. Et cette fiction est très confortable. Bien sûr. Parce qu'elle permet de se donner bonne conscience, elle permet là encore, de tout mettre l'accent sur ce racisme fictionnel pour ne pas parler société. Et c'est effectivement infinitésimal, mais comme il y a des gens qui écrivent que la France est raciste systémique, ça dit bien ce que ça veut dire. Mais vous savez, monsieur Berkhoff, le racisme, ça existe. Oui, mais pas là où on croit. Quand je vous dis que j'ai croisé le racisme, je veux dire, parce qu'on nous fait croire que le racisme, c'est le méchant blanc qui déteste le noir. Mais tous les propos racistes que j'ai entendus, à de rares exceptions près, c'est un berbère envers des arabes, un africain envers des arabes, etc. etc. Je me suis déjà fait traiter moi-même de sale français par quelqu'un qui l'était. Et ça aussi, ça devient systématique. C'est vrai. Le renouveau de l'antisémitisme, c'est pas la vieille droite moisie. C'est dans les banlieues qu'il se passe, on le sait bien. Je veux dire, ça, c'est même une vérité presque même pas révélée. Donc, il faut pas. Je ne donne plus dans la fiction. Tous les Blancs sont racistes et le racisme envers les Noirs ou les Arabes est un problème majeur dont il faut nous débarrasser. C'est une fiction. Nous sommes d'accord et malheureusement beaucoup de gens en font encore leur fonds de commerce et c'est tout le problème. Et votre livre n'est pas une fiction mais malheureusement une réalité, La tyrannie vertueuse aux éditions du Cherche Midi. Et puis dans un instant vous retrouvez Brigitte Lahaie.